Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars, début de l'analyse, on va analyser le petit chapitre 1133 de One Piece qui s'appelle Félicite-moi, et ça va tourner autour de Robin et Saul. Saoro pour les intimes, on va dire. Donc let's go, on va parler du découpage. Donc, le découpage, là, on a vraiment un chapitre qui alterne entre flashback et présent, et en fait, c'est de plus en plus rapide, c'est-à-dire on a un gros flashback, après on a un gros moment sur le présent, voilà, les Mugiwara qui arrivent à Elbaf, qui visitent et tout, et après, petit à petit, on a des petits flashbacks, on retourne dans le présent un petit peu, encore des petits flashbacks, et avec tout ça pour monter l'intensité, tu vois. Là, c'est au niveau du rythme et au niveau des découpages, tout a été fait en sorte pour que, voilà, le point culminant du chapitre, comme disaient les liqueurs, arrive à la fin avec cette émotion, voilà, qui grimpe et qui explose avec cette dernière page où on voit Saul et Robin pleurer. Et c'est magnifique parce que, voilà, tout est lié à eux deux, et comme j'ai déjà dit dans les précédentes analyses, on peut voir facilement que l'impact qu'ils ont eu sur le monde est légendaire. Robin, c'est pas encore terminé, parce que voilà, il faut qu'elle décrypte les poneglyphes pour révéler l'histoire du siècle oublié, mais elle est la flamme d'Ohara, exactement comme Saul est la flamme d'Ohara, sur le côté livre scientifique, tout ça, transmission de la science, et Robin, elle est la flamme d'Ohara sur le côté décryptage, archéologie, etc., etc. Donc là, on a vraiment ces deux personnages qui sont vraiment à deux endroits opposés, mais en même temps qui sont liés de base par leur relation, mais aussi par leur volonté, tu vois, leur volonté de faire éclater la vérité au grand jour. Et tout ça explose, on va dire, en dernière page de chapitre, où on voit justement Saul et Robin pleurer d'émotion, mais on peut dire qu'ils ont accompli leur mission. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'est survivre, et ils ont réussi parfaitement, même si les deux étaient à moitié morts, hein. Saul, on le croyait mort, Robin, elle était à moitié morte toute son enfance. Donc voilà, même à l'intérieur, tu vois, même au niveau métaphorique, à l'intérieur, elle était à moitié morte, parce que voilà, elle avait pas d'amis, pas de famille, rien du tout. Elle avait tout perdu. Donc voilà, elle avait plus d'ambition, plus rien, même si les poneglyphes restaient tout simplement la dernière flamme, la dernière étincelle qui la maintenait en vie, avec les souvenirs de sa mère et de Saul. Donc voilà, tout ça pour vous dire que leur relation, le découpage et tout ce qui s'ensuit, c'est un joli crescendo qui, à la fin, explose sur quelque chose de magnifique. Comme je l'ai dit, les frissons, etc., etc. Donc voilà au niveau du chapitre, on va dire, pour l'instant. Ensuite, il y a énormément d'informations qu'on ne voit pas et qui n'ont pas été pris en compte. C'est le fait qu'il y a tout simplement les membres affiliés à la flotte de Luffy. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que s'ils sont là de cette manière, va y avoir un impact sur ce qui va se passer plus tard sur l'île. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir besoin de la flotte, une intervention de la flotte, peut-être que quelqu'un d'autre arriverait sur l'île, parce que là, c'est la course au One Piece. On l'oublie peut-être un petit peu souvent, mais là, c'est la course au One Piece. C'est-à-dire que tout le monde est décidé à partir pour le One Piece, donc c'est pas impossible que d'autres équipages d'empereurs puissent se ramener sur l'île. Ça me dérangerait pas que Shanks et Barbe Noire puissent se ramener, se rencontrer, se combattre, pendant que, je sais pas, Baggy essaye d'avancer et de récolter des informations par rapport aux poneglyphes, tu vois. On sait que ça, c'est la finalité de Grand Line. À la fin, à Roadstar, quand ils iront en route de Raftel, il faudra absolument que tous les empereurs soient là, parce que c'est la finalité. C'est comme ça que Oda a construit l'œuvre. Il veut vraiment que les gens se battent pour le One Piece. Il l'a répété plusieurs fois durant les arcs précédents. Et après ça, s'en suivra la guerre mondiale avec le gouvernement mondial, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, je pense que, vous vous rappelez, Oda avait parlé de l'incident qui allait bouleverser le monde. On a déjà des personnes présentes. C'est ça qui est fou. On avait dit que voilà, la flotte de Luffy déclencherait un incident qui allait bouleverser le monde à tout jamais, entre guillemets. Et là, il y en a qui sont présents. Donc le fait qu'ils soient présents, pour moi, montre que ça a un impact. Ils auraient pu être autre part, ils auraient pu être sur la mer. Ils sont chez eux, je suis d'accord, mais je pense pas qu'ils soient juste là pour faire joli. Connais Oda, il y a déjà trop de personnages à gérer. S'il fait en sorte qu'ils soient là, ils vont servir, je pense. Surtout que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. En plus d'eux, il y a donc les personnes de Elbaf, Loki, tout ça. Il y a aussi Lilith, Kuma. Il y a aussi Bonnie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, tout le monde va devoir avoir son intérêt. J'ai déjà fait énormément de théories là-dessus. On en parlera peut-être en fin de live. Mais vous avez compris que là, je pense que ça va avoir un intérêt. Ensuite, par rapport au bateau, au Sval. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous en dit long sur l'île en question. Donc pour moi, la construction de l'île, mais pas la construction d'Oda, mais plutôt la construction
on va dire mécanique de l'île, hein, parce que c'est une île, c'est naturel, normalement ça se forme naturellement, mais là j'ai l'impression qu'elle a été construite de la main de l'homme, tu vois. Exactement comme Wano, avec justement des biomes différents, des saisons différentes sur chaque île. Et du coup, là on retrouve la même chose. Pourquoi ? Parce que déjà dans l'architecture des maisons d'Elbaf, on a une espèce d'architecture japonaise traditionnelle. Donc ça c'est assez intéressant et c'est pas logique. On a aussi Road qui parle en Tazo, etc., etc. Donc ça c'est des suffixes qu'on utilise que au Japon normalement. Et on a un mec qui se traballe en Kassa alors qu'on est à Elbaf. Donc là pareil, vous voyez un petit peu les liens qu'il pourrait y avoir entre Elbaf, Warland et tout simplement Wano Kuni, qui pour moi forme tout simplement un continent, qui formait du coup un continent il y a 800 ans. Donc voilà, pour moi c'est de là que vient le lien. Pour moi ils sont un petit peu frères éloignés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était pour le côté architecture, le côté maison viking, etc., les inspirations, etc., etc. Donc pour moi, clairement, cette île, elle a un lien avec Wano, mais la finalité, c'est que ce qui est intéressant, c'est la mécanique, la construction de l'île, parce qu'on a vraiment des espèces de biomes différents. On voit qu'il y a des nuages, on voit qu'il y a des strates différentes, on voit qu'il y a des mers d'opale. Vous avez capté que là, je pense sincèrement que toute cette construction va avoir un intérêt. Parce que là, on retrouve des mécaniques qui sont normalement présentes potentiellement que dans le ciel. Et pourtant, elles sont bel et bien présentes à Elbaf. On n'est pas encore à 10 000 mètres d'altitude pourtant. Et Lilith elle-même le dit, c'est des conditions atmosphériques qui sont propres à Elbaf. Donc, conditions atmosphériques, dit météo. Météo, saison, île, biome, etc., etc. Donc voilà en tout cas pour ça. Donc ça c'était un petit peu le côté scientifique. On a parlé un petit peu du découpage du chapitre, le côté émotion, le côté scientifique, l'intervention potentielle de l'incident qui bouleverserait le monde. Je pense que ça va arriver sur cet arc ou potentiellement après cet arc. Ce sera soit l'un soit l'autre. Donc on verra. Et pour terminer, on a donc la fameuse image de tout le monde, c'est-à-dire tous les Mugiwara qui regardent la scène avec émotion. Et on a donc les 3 hombres, on va dire, de l'équipage qui, eux, refusent de lâcher une larme, à savoir Luffy, Zoro et Jinbei. Et d'ailleurs, Luffy, c'est bizarre parce que c'est pas quelqu'un qui est connu pour retenir ses larmes. Mais là, je pense qu'il a la vision, c'est-à-dire qu'il a réussi à voir que cette scène, elle est pas du tout triste, elle est vraiment heureuse. Et c'est ce qu'il veut retenir, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur les éléments principaux. Donc la dernière chose que je vais dire, c'est par rapport à un petit message de Tonton qui pour moi est pertinent, c'est par rapport au contraste qu'il y a entre le côté féerique d'Elbaf et les émotions transmises dans le chapitre. On a vraiment un pays magnifique avec des arcs-en-ciel, avec tout ce qui est magie, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les contes de fées ou dans les fables tout simplement. Et d'un autre côté, on a vraiment un chapitre qui est ultra triste, qui est vraiment émouvant et qui va être porté voilà sur l'émotion de la tristesse. Et en fait, quand tu prends ça en compte, tu vois que Oda est en train de construire quelque chose autour de cet arc et il est en train de casser un petit peu les codes qui entourent les fables et les contes de fées, etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous voulez casser un petit peu l'image de Disney, le côté enfantin de Disney, le côté happy ending, le côté, vous voyez tout ça là, je pense qu'il veut le casser et la finalité, je le pense sincèrement, c'est qu'il va décider à un moment ou à un autre de créer quelque chose de sombre, très très sombre. Et je pense que ça va être quelque chose qui va être lié au siècle oublié, lié à Loki et lié à tout ce qui s'ensuit. Parce que voilà, tous les côtés lumineux renferment une part de ténèbres et je pense que là, il va l'exploiter parfaitement étant donné que ça a déjà commencé. Loki, dieu de la malice, vous avez capté, je pense que quelque chose va naître de lui, surtout qu'il y a le monde souterrain, il y a aussi le paradis. Qui dit monde souterrain dit le monde des morts, là où est mort le soleil, et qui dit paradis dit côté féerique, nuages, etc., etc. Donc on voit clairement que le contraste est déjà en train de se faire. Au milieu d'Elbaf, on aura, on va dire, un mix entre les deux, même si le côté paradisiaque, arc-en-ciel, tout ça est en train de prendre énormément de place pour l'instant. Mais voilà, laissez un petit peu le temps se faire. Oubliez pas, je vais le répéter encore une fois, mais les gars, oubliez pas qu'il y a eu un incident les quelques jours derniers. D'ailleurs, on n'est pas au courant de cet incident. Pourquoi ? Parce que voilà, tous les jeunes d'Elbaf, tous les jeunes guerriers d'Elbaf étaient présent à Elbaf. D'ailleurs, je sens que c'était là aussi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était un hasard parce que voilà, il voulait juste passer vite fait, ou est-ce qu'il y avait un intérêt ? Peut-être pourquoi ? Parce que voilà, Azurudin aurait dû venir chercher les Mugiwara, quelque chose l'en a empêché. Et c'est quelque chose qui est lié à son statut, c'est quelque chose qui est lié au fait que on avait besoin de lui sur Elbaf. On avait besoin, comme si c'était une espèce de condition politique qui faisait qu'on avait l'obligation de rester là-bas. Comme s'il avait l'obligation de rester là-bas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve ça magnifique.
On a vraiment un chapitre magnifique et on a des choses encore en suspens sur lesquelles beaucoup d'interrogations se posent. Donc on va attendre un petit peu fin du mois, potentiellement le début d'année prochaine pour avoir la suite de l'histoire. Mais je pense qu'Oda va se reposer, pas que Oda, je pense que le Shonen Jump va se reposer. On verra si avec un peu de chance on pourra avoir la suite du chapitre très prochainement, même si ça m'étonnerait. Donc voilà, j'espère que j'ai fait quelque chose de qualité. En tout cas, j'espère que j'ai fait une analyse de qualité. Pour moi, ça l'est complètement. On verra par la suite ce qui pourrait se passer. Et dans tous les cas, voilà, pour la team YouTube, vous savez exactement ce que vous devez faire à ce stade de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à soutenir parce que ça nous aide énormément, que ce soit financièrement via les souscriptions ou que ce soit via les likes, les commentaires, etc., etc. On est preneur de tout et on n'oblige personne à rien faire. Faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Et sinon, vous avez capté, vous avez le Discord si vous voulez venir discuter. N'hésitez pas à poser vos interrogations, etc. sur le Discord. Et il y a le Twitter si jamais vous voulez des informations complémentaires. Donc voilà les gars, j'espère avoir fait le tour. N'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece et on se revoit très très vite.